Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir la section 4.3, soit le bilan énergétique dans les réactions chimiques. Juste pour vous situer, ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'il y avait différents types de réactions. Il y avait des réactions comme celle-là ici en haut, où l'énergie pendant la réaction va baisser. C'est ce qu'on appelait des réactions exothermiques. On a des réactions où l'énergie va plutôt augmenter. Donc nos produits vont avoir plus d'énergie que nos réactifs. C'est-à-dire que c'est une réaction qui serait plutôt endothermique. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se produit entre le moment où on a des réactifs et le moment où on a des produits. En fait, on va regarder qu'est-ce qui se passe pendant la réaction chimique. Pour ça, on va prendre un petit exemple pas trop compliqué. On va prendre une réaction qui est celle-là ici, qui est l'hydrogène qui réagit avec le diazote pour former de l'ammoniac. Donc, on a une équation ici qui est déjà balancée. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on va aller voir c'est quoi les genres de molécules qu'on a. Si on regarde nos molécules de H2, qu'est-ce que c'est en fait du H2? C'est une molécule de H, ou un atome de H plutôt, qui est attaché avec un autre atome de H. Juste pour bien illustrer l'équation, on voit qu'ici, vu qu'elle est balancée, on a besoin de 3 fois cette molécule-là, 3 fois le H2. Donc, c'est ça qu'on a ici. Ensuite, on a une molécule de N2, c'est-à-dire qu'il y a deux N attachés ensemble. Maintenant, est-ce qu'il va juste avoir un lien comme ça entre les deux N? En fait, non. J'aurais peut-être dû me poser la question pour le H2, mais je le savais déjà. Donc, on va regarder pour le N2, qu'est-ce qui se produit. Donc, le N, c'est un élément qui est dans la famille 5. Dans la famille 5, ça veut dire qu'ils ont 5 électrons de valence. S'ils ont 5 électrons de valence, ça veut dire que pendant une réaction chimique, ils vont chercher à aller prendre des électrons aux autres atomes pour avoir leurs 8 électrons de valence pour être stable. Dans ce cas-ci, c'est deux azotes ensemble, donc ils ne vont pas aller chercher les électrons aux autres. Donc, ils vont plutôt chercher à se les partager parce que c'est une liaison qui est covalente. Comme ils ont besoin de 3 électrons, ça veut dire que les azotes peuvent faire 3 liaisons chimiques. Donc, ils vont se partager 3 électrons entre eux, ce qui fait que l'azote a une liaison triple. Il y a 3 liaisons entre les deux atomes d'azote. Pour les H, il y avait seulement une liaison parce qu'ils sont dans la famille 1 et ils ont juste besoin d'un électron. Ils peuvent en donner un ou en prendre un. Donc, une liaison seulement. Si on regarde après ça du côté de NH3, notre N, comme on vient de dire, peut faire 3 liaisons. Le H, lui, peut en faire une. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Je vais avoir un H qui va se connecter au bout de chacune des liaisons du NH3. C'est pour ça, en fait, qu'il y a 3 H pour un N. Et dans notre cas ici, il y a 2 fois le NH3, donc je vais en dessiner 2 pour qu'on voit bien toutes les molécules qui font partie de cette réaction-là. Donc voici ce qu'on a au début, voici ce qu'on a à la fin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on part des H2 qui sont ici et des N2 qui sont ici et on veut arriver à des NH3, bien, il manque quelque chose. Il y a sûrement une étape intermédiaire parce qu'elles sont déjà attachées ensemble, les H et les N sont déjà attachés ensemble. Donc, il va falloir qu'on commence par détruire ces molécules-là. Comment on va faire ça? Bien, en fait, c'est qu'on va donner de l'énergie et on va venir briser toutes les liaisons qui unissent ensemble ces atomes-là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner des H qui sont seuls. Je vais en avoir 6 parce que j'ai 6 H au départ. Et ça va me donner aussi des N qui vont être tout seuls aussi. Cette bouillie d'atomes-là, on appelle ça en fait un complexe activé, un CA. Ça, c'est une zone, en fait, une phase qui est très énergétique parce que les atomes dans cet état-là sont très instables. Ils ne resteront pas de même longtemps. Ils vont assez rapidement chercher à faire des nouvelles liaisons pour se transformer en NH3. Donc, finalement, ce qu'on vient de voir, c'est que dans une réaction chimique, on a 3 phases, au moins 3 phases. On a nos réactifs, on a notre CA, et on a à la fin nos produits. Ce qui est important de comprendre aussi par rapport à l'énergie, c'est que pour briser les liaisons entre les H et entre les N, ça prend de l'énergie. Et pour ensuite venir reformer ces nouvelles liaisons-là entre les H et les N, ça dégage de l'énergie. Et la différence entre ce que ça prend pour briser les liaisons et ce que ça dégage pour reformer les nouvelles liaisons, c'est ce qu'on appelle l'énergie de réaction, en fait le delta H ou l'enthalpie, ce qu'on a vu au dernier cours. Là, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour trouver c'est quoi toutes ces quantités d'énergie-là. Donc, je vais effacer
les petits dessins ici qui sont pas très utiles pour la suite des choses. Et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, si je veux commencer par regarder mes ions, mes molécules de H2, combien d'énergie que ça prend pour briser une molécule de H2? En fait, une liaison entre un H et un H. Pour savoir ça, on va se référer à notre cahier. Donc, on avance un petit peu dans le cahier et on se rend à la page 184. Je vais effacer ça. Donc, à la page 184, on a deux beaux petits tableaux qui vont nous être utiles pour la suite des choses. Donc, ces deux tableaux-là, c'est le tableau 4.26 et juste en dessous, le tableau 4.27. Donc, dans le tableau 4.26, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'une liaison entre un H et un autre H à l'autre bout. Pour la briser, on a besoin de 435 kJ. Ce tableau-là, ça nous donne l'énergie associée à des liaisons 5. Donc, 435 kJ, c'est pour briser notre molécule de H2. Je l'écris ici. 435 kJ. Ça, c'est pour briser une liaison H2, entre un H et un H. Là, j'ai 3 fois cette liaison-là à briser. Donc, quand je vais vouloir faire mon calcul, je vais multiplier par 3 le 435 et ça, je vais avoir assez d'énergie à ce moment-là pour briser mes 3 moles de molécules de H2. Ensuite, je n'ai pas juste ça, je dois aussi donner de l'énergie pour briser ma molécule de diazote. Alors, je retourne à la page 184. Qu'est-ce que j'ai à la page 184? C'est un deuxième graphique, un deuxième tableau plutôt, juste en dessous, qui nous donne, cette fois-ci, les énergies pour briser des liaisons qui sont multiples. Et la première, justement, non pas la première, en fait, quand on descend un petit peu dans le tableau, on voit ici une liaison triple entre deux atomes d'azote. Combien d'énergie que ça prend pour briser ça? Ça en prend 946 kJ pour chaque mol. Je retourne à mon dessin. Donc, 946, là, j'ai seulement une molécule de diazote. Donc, j'écris tout simplement 946 kJ. Alors, ici, ce que j'ai écrit, c'est l'énergie totale que ça prend pour amener mes réactifs à l'état de complexe activé. Donc, si on regarde ça, ça fait combien d'énergie? 3 fois 435 plus 946, ça fait en fait 2251 kJ pour briser mes molécules. C'est ce qu'on va appeler l'énergie d'activation. On a besoin de ça pour activer la réaction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de mes produits? Mes produits, en fait, les liaisons vont se reformer. Donc, je vais aller voir les mêmes tableaux pour trouver l'énergie, sauf que je vais ajouter un moins à l'avant parce que là, l'énergie n'est pas absorbée, mais bien dégagée. Donc, si je regarde mon NH3, j'ai tout entouré mes liaisons et ça donne que mes 6 liaisons ici sont pareilles. C'est toutes des liaisons entre N et H. Donc, je retourne voir dans mon tableau. Liaison entre N et H, c'est ça ici. Donc, j'ai 389 kJ pour briser une liaison entre N et H. Ça veut dire que pour la reformer, ça va dégager 389. Donc, je vais mettre ici moins 389. Et ça, c'est pour une liaison. Mais moi, j'en ai 6. Donc, je vais multiplier ça par 6. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 2334. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'énergie d'activation inverse. Si on voulait faire la réaction à l'envers, ça serait l'énergie qu'on aurait besoin pour briser ces liaisons-là. Ou on peut le voir aussi comme étant l'inverse de l'énergie d'activation. Donc, souvent, on va mettre EA avec une petite étoile pour identifier que c'est l'énergie d'activation inverse. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bien, ça va me permettre de trouver c'est quoi mon delta H, c'est quoi ma variation d'enthalpie. Parce que si je dois fournir 2251 kJ et que par la suite, il y en a 2334 qui sont dégagés, bien, je peux faire un calcul pour savoir ça va être quoi
mon énergie totale qui va être soit dégagée ou absorbée par cette réaction-là. Rapidement, à l'œil, je vois qu'on dégage plus qu'on en absorbe, donc ça devrait me donner un delta H qui est négatif. Le delta H, on peut le calculer ici en faisant tout simplement l'énergie d'activation plus l'énergie d'activation inverse. Ça va donc nous donner 2251 plus moins 2334. Avec ça, la valeur que ça va nous donner, c'est moins 83. Et ça, c'est des kilojoules. Donc ça, en fait, c'est le delta H de notre réaction. Donc ça, c'est une façon de trouver c'est quoi l'énergie. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique. Donc on perd de l'énergie. Ça veut dire que je peux aller maintenant modifier mon équation en haut pour ajouter l'énergie. On dit ici que ça dégage 83 kJ. J'ai trouvé mon énergie de réaction, ma chaleur ici pour créer 2 moles d'ammoniac. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air, ça, côté graphique? Je vais effacer un petit peu ici. On va faire un peu de place. Je vais garder seulement mes valeurs finales. Et voilà. Donc, si je veux faire un graphique de l'enthalpie en fonction du temps, alors je peux mettre ici mes réactifs. Mes réactifs qui sont mes 3H2 plus N2. Par défaut, on va dire que ça commence à 0 kJ. Qu'est-ce qui se produit par la suite? Ici, j'ai calculé que ça prend 2251 kJ pour venir atteindre l'état de complexe activé. Ça veut dire que je vais fournir de l'énergie pour atteindre le complexe activé. Combien d'énergie je dois fournir? Je vais écrire le H à la bonne place. Donc, je dois fournir 2251 kJ. Ensuite, qu'est-ce qui se produit? On va dégager 2334 kJ. Ça veut dire qu'à partir du complexe activé, on va baisser de 2334. Et là, je vois qu'on va baisser plus qu'on a monté. Donc, je me ramasse en dessous des réactifs. Donc, ici, mes produits, ça va être mes 2 NH3. Le 2334, qu'est-ce que ça représente? En fait, ça représente l'énergie pour passer du CA au produit. Donc ici, j'ai moins 2334. Comme ici, au départ, j'avais plus 2251. Donc là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est je me ramasse où avec ça? C'est quoi l'enthalpie de mes produits? Donc, je suis parti de 0, j'ai monté de 2251, j'ai baissé de 2334, on l'a calculé tantôt. Ici, on se ramasse à moins 83. Donc, en fait, mon delta H, c'est quoi? C'est la différence entre mes produits et réactifs. On me dit qu'ici, j'ai baissé de 83 kJ. Donc, ça ici, c'est mon delta H. Ici, c'est mon énergie d'activation. Et ici, c'est mon énergie d'activation inverse. Donc, voici comment on trouve l'énergie de réaction, le bilan énergétique, en fait, d'une réaction. Et on a vu ensuite comment est-ce qu'on fait pour l'illustrer dans un schéma, un graphique, en fait, d'enthalpie par rapport au temps. Dans votre cahier, vous avez d'autres exemples. Moi, j'ai fait exprès pour en prendre un qui n'était pas dans votre cahier pour que vous puissiez avoir accès aux autres. Donc, si on regarde ici, vous avez à la page suivante un petit exemple où on nous fait la réaction de création, de synthèse de l'eau, en fait, avec toutes les étapes, sans dessin ici, mais quand même, ça vous permet d'avoir un autre exemple. Et avec ça, vous devriez être capable là, de faire les exercices qui suivent. Donc, avec ça, si vous avez des questions, ce que je vous demande, c'est de les prendre en note, d'essayer de... Vous pouvez soit me les envoyer par email ou si vous voulez attendre au prochain cours. Au début du cours, je vais vous demander si vous avez des questions et je vais revenir sur ça pour pouvoir répondre à ça et être sûr que vous êtes en mesure de faire les exercices
qu'on va faire pendant le prochain cours.